La bataille de Patrick Rambaud. Chapitre 1er. Vienne en 1809. Le mardi 16 mai 1809, dans la matinée, une berline entourée de cavaliers sortit de Schönbrunn pour longer à petit train la rive droite du Danube. C'était une voiture ordinaire, de couleur olive, sans écusson. À son passage, des paysans autrichiens ôtaient leurs chapeaux noirs à large bord, par prudence, mais sans respect, car ils connaissaient les officiers qui trottaient sur leurs chevaux arabes à crinière longue, une peau de panthère sous les fesses, avec des uniformes à la hongroise, blancs, écarlates, chargés d'or, une plume de héron au shako. Ces jeunes messieurs accompagnaient partout Berthier, le major général de l'armée d'occupation. Par la vitre abaissée, une main s'agita au bout d'une manche. Aussitôt, le grand écuyer Caulaincourt, qui maintenait son cheval contre la portière, serra sa monture des genoux, enleva son bicorne et ses gants avec des gestes d'acrobate, puis il détacha d'un bouton de sa veste une carte pliée des environs de Vienne, qu'il tendit en saluant. La voiture s'arrêta peu après devant le fleuve jaune et rapide. Un mameluc, en turban, sauta du siège des laquais, déplia le marchepied, ouvrit la porte et exagéra des courbettes. L'empereur descendit de la voiture en mettant son chapeau de castor aux poils roussis par les repassages. Il avait jeté comme une cape sur son habit de grenadier sa redingote en drap gris de louvier. Sa culotte était tachée d'encre parce qu'il avait la manie d'y essuyer ses plumes. Avant la parade quotidienne, il avait dû signer une brassée de décrets, puisqu'il voulait tout décider, depuis la distribution de godillots neufs à la garde jusqu'à l'approvisionnement des fontaines parisiennes, 1000 détails qui souvent ne relevaient pas de cette guerre qu'il conduisait en Autriche. Napoléon commençait à s'empâter. Son gilet de casimir serrait un ventre déjà rond, il n'avait plus de cou, presque pas d'épaules. Son regard détaché ne s'enflammait que sous la colère. Ce jour-là, il était maussade, la bouche pincée. Quand il avait eu la certitude que l'Autriche s'armait contre lui, il était rentré en 5 jours de Valladolid à Saint-Cloud, crevant au galop on ne sait combien de chevaux. Lui qui dormait alors 10 heures par nuit et 2 heures dans son bain, grâce à ses revers en Espagne et à cette nouvelle équipée, il retrouvait d'un coup son endurance et sa force. Berthier était à son tour descendu de la berline et rejoignait Napoléon, assis sur la souche d'un rouvre abattu. Les deux hommes mesuraient à peu près la même taille et portaient le même chapeau. De loin, on risquait de les confondre. Mais le major général avait des cheveux épais et frisés, un gros visage moins régulier. Ils regardaient ensemble le Danube. « Sire, dit Berthier, qui se rongeait les ongles, l'endroit semble bien choisi. »« Sur la carta militare est évidente » répondit l'empereur en se bourrant le nez de tabac. « Reste à sonder la profondeur par des nacelles. Votre affaire. » À mesurer la vigueur du courant, votre affaire. L'affaire de Berthier, comme d'habitude, était d'obéir. Fidèle, exemplaire, il exécutait les intuitions de son maître, ce qui lui conférait un énorme pouvoir, des dévouements intéressés et pas mal de jalousie. En face d'eux, le Danube se divisait en plusieurs bras qui en ralentissaient le courant, avec des îles couvertes de prairies, de broussailles, de bois de chênes chevelus, d'ormes et de saules. Entre la berge et l'île Lobo, la plus vaste, un îlot pourrait servir d'appui au pont qu'on allait construire. Au-delà du fleuve, au débouché de la Lobo, on devinait une petite plaine jusqu'au village d'Aspern et d'Essling, dont on apercevait les clochers pointus parmi les bouquets d'arbres. Ensuite, une plaine immense aux moissons encore vertes, arrosée par un ruisseau à sec au mois de mai, et au fond, à gauche, les hauteurs boisées du Bisenberg, où s'étaient repliées les troupes autrichiennes après avoir brûlé les ponts. Les ponts. 4 ans plus tôt, l'empereur était entré dans Vienne en sauveur. Les habitants couraient au-devant de son armée. Cette fois, arrivé dans les faubourgs mal protégés, il avait dû assiéger la ville pendant 3 jours et même la bombarder avant que la garnison se retire.
Une première tentative de traverser le Danube venait d'échouer près du pont de Spitz, détruit. 500 voltigeurs de la division Saint-Hilaire avaient pris pied sur l'île de Schwarzenlaken, dirigés par les chefs de bataillon Rateau et Pou, mais sans ordre précis, sans coordination. Ils avaient négligé de poster des hommes en réserve dans une grande maison qui pouvait protéger comme un fortin le débarquement des autres. La moitié de ces hommes avaient été tués, les autres blessés ou pris par l'avant-garde ennemie postée sur la rive gauche qui chaque matin jouait l'hymne autrichien de M. Hyde pour remuer les habitants de Vienne. Maintenant, l'empereur commandait en personne. Il entendait détruire l'armée de l'archiduc Charles, déjà forte, avant qu'elle ne réussisse à s'allier à celle de l'archiduc Jean, qui arrivait d'Italie à marche forcée. Pour cela, à l'ouest, l'empereur avait posté en vigie Davout et ses cavaliers. Il observait après le fleuve cette interminable plaine de Marchfeld qui montait à l'horizon vers le plateau de Wagram. Un simple adjudant, mal boutonné, la moustache blanche en croc, l'appela d'une voix grondante sans même se ranger au garde à vous. « Tu m'as oublié, mon empereur! Et ma médaille !»« Quelle médaille ?» demanda Napoléon en souriant, pour la première fois depuis 8 jours. « Ma croix d'officier de la Légion d'honneur, tiens, je la mérite depuis toujours. »« Si longtemps ?»« Rivoli, Saint-Jean d'Acre, Austerlitz, Eylau !» Berthier, le major général avec son crayon, nota le nom du nouveau promu, le soldat Roussillon. Mais il avait à peine terminé que l'empereur se leva en jetant la hachette avec laquelle il tailladait depuis quelques instants le tronc d'arbre. « Andiamo. À la fin de la semaine, je veux un pont. Disposer des brigades de cavalerie légère dans ce village, là, derrière. »« Ebersdorf, » dit Berthier, en vérifiant sur sa carte. « Bredorf, si vous voulez. Et 3 divisions de cuirassiers. Commencez tout de suite. » L'empereur ne donnait plus jamais un ordre ou une réprimande de façon directe. Cela passait par Berthier, qui, avant de monter dans la berline, fit un signe à l'un de ses aides de camp en costume d'opéra. « Le jeune, voyez ça avec monsieur le duc de Rivoli. »« Bien, monseigneur, » répondit l'officier. Un jeune colonel du génie, brun de peau et de poils, avec une cicatrice émouvante comme une rayure sur la gauche du front. Le jeune grimpa sur son cheval arabe, ajusta sa ceinture de soie noire et or, ôta une poussière sur son dolman de fourrure et regarda partir la voiture impériale avec son escorte. Il s'attarda. En professionnel, il étudiait le Danube et ses îles battues par le courant. Il avait déjà participé à la construction de ponts de bateaux sur le Pô, avec des madriers, des ancres, des trains de bois, malgré des pluies violentes. Mais comment prendre appui dans ces eaux jaunes qui moussaient en tourbillons? Le grand bras du fleuve longeait l'île Lobo par le sud. Et vers l'autre rive, qu'il fallait atteindre, il soupçonnait des terres marécageuses, des bourbiers que, selon son niveau, le fleuve laissait apparaître sous forme de langues de sable. Il tourna son cheval trop nerveux dans la direction de Vienne. Non loin du village d'Ebersdorf, il avisa l'anse protégée d'un ruisseau où l'on rangerait à flot des pontons et des barques. Après ce bosquet, on entasserait à couvert des charpentes, des chaînes, des pilotis, des poutrelles, tout un chantier caché. Puis le jeune se dirigea sans tarder vers les faubourgs où campait le duc de Rivoli, un sabreur que Napoléon nommait « mon cousin », avide, sans loi, fort en gueule, mais stratège impeccable, dont l'infanterie entraînée par ce fou furieux d'Augereau s'était autrefois illustrée en franchissant le pont d'Arcole, c'était Masséna. Les armées de Lannes, avec 3 divisions de cuirassiers, cantonnaient dans la vieille ville. Celle de Masséna avait pris position contre les faubourgs en rase campagne, où le maréchal s'était réservé un petit château d'été au clocheton baroque, abandonné par des nobles viennois qui avaient dû gagner une province plus sûre ou le camp de l'archiduc Charles. Quand il entra dans la cour d'honneur, le jeune n'eut aucun besoin de se présenter puisque seuls les aides de camp de Berthier avaient le droit de porter des pantalons rouges, qui leur servaient de laissez-passer. Ils apportaient toujours des directives de l'état-major, c'est-à-dire de Napoléon lui-même. Cela n'empêchait pas les Troufions de considérer ces privilégiés sans sympathie, et le dragon auquel le jeune confia son cheval de luxe lorgna avec envie les fontes et la selle dorée. Tout autour, des hommes débraillés avaient sorti sur le pavé des cathèdres et les chaises en tapisserie des salles du rez-de-chaussée. Quelques-uns, comme des corsaires, tiraient sur de longues pipes fines en terre. Ils se pavanaient devant des bivouacs dont ils alimentaient le feu de marqueteries d'ébène arrachées et de violons. Certains buvaient du vin à même le tonneau avec des pailles, et ils se donnaient des bourrades en riant, jurant, se crachant dessus.
D'autres coursaient une bande d'oies braillardes. Ils essayaient de leur trancher le cou à la volée, de leurs sabres, pour les rôtir sans même les vider, et les plumes blanches volaient qu'ils se lançaient au visage par poignées comme des gosses. Dans les bâtiments, des soudards avaient lacéré par jeu des portraits de famille. La toile des tableaux pendait en lanières lamentables. Avant l'escalier de marbre, un artilleur, déguisé en femme, roulé dans une robe de bal, indiqua son chemin à Lejeune en prenant une voix de fausset sous les hoquets de rire de ses compagnons de saccage, eux aussi costumés. L'un d'une perruque poudrée, qui lui tombait sur le nez, l'autre d'une redingote moirée de couleur puce, dont il avait craqué le dos en l'enfilant. Un troisième remplissait son bonnet de police de cuillères et de timbales argentées, sortis d'un meuble à gros ventre qu'il avait fracassé. Avec une moue dégoûtée, Lejeune monta à l'étage où le maréchal avait des appartements. Ses bottes crissaient sur de la porcelaine en miettes. Dans un salon qui s'ouvrait sur un balcon à colonnade torse, des officiers, des ordonnances, des commissaires en civil caquetaient en choisissant des chandeliers ou des vases que leurs domestiques fermaient dans des caisses bourrées de paille. Un colonel des hussards lutinait sur un sofa la fille d'un fermier du voisinage, requise comme ses sœurs au service d'un escadron. Grimpé sur une console en bois de rose, un valet de chambre à gants blancs entreprenait de décrocher un lustre. Le jeune lui attrapa les mollets en lui demandant de l'annoncer. « Ce n'est pas mon office, » dit le valet tout affairé à son larcin. Alors le jeune, d'un brusque coup de botte, renversa la console, et le valet resta pendu à son lustre en gigotant et en piaillant, ce qui amusa beaucoup la compagnie. On applaudit le jeune. Remarquant soudain son uniforme de l'état-major, un général de brigade lui offrit du vin allemand dans une tasse quand une porte s'ouvrit à 2 battants. Masséna, en robe et babouche de sultan, entra dans le salon en hurlant. « Pouvez pas gueuler moins fort, tas de vermine !» Borgne, le visage épais, mais un nez en bec, des cheveux noirs et drus, coiffés bref à la Titus, le maréchal avait une belle voix forte. Mais il n'obtint qu'un brouhaha au lieu du silence, et voyant le jeune, le seul digne dans la cohue, il lui commanda « Venez, colonel ». Puis il tourna un dos vaguement courbe pour regagner sa chambre, aussitôt suivi par le messager de l'empereur. Au tournant d'un couloir, Masséna s'arrêta net devant une pendule massive en or et vermeil, qui figurait des anges dodus frappant sur une sorte de gong. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« De la situation, monsieur le duc. »« Mais non, espèce de noix, de cette pendule !»« Ah, à première vue, c'est une jolie pièce, » dit le jeune. « Julien !» Un valet en livrée grenat surgit de nulle part. « Julien, » dit Masséna, « on emporte ça. » Il désigna la pendule, que l'autre prit avec soin dans ses bras, en soufflant, car elle était lourde. Une fois dans la chambre d'angle, Masséna se posa au bord d'un lit à baldaquin de velours et demanda enfin « Eh bien, jeune homme, quels sont les ordres ?»« Construire un pont flottant sur le Danube à 6 kilomètres au sud-est de Vienne. » Masséna restait impassible devant n'importe quelle tâche. À 51 ans, il avait déjà tout subi et tout fait. On le savait voleur, on le disait rancunier, mais l'empereur avait cette fois encore besoin de sa science des armes. D'ordinaire, le maréchal méprisait ceux qu'on surnommait les dadais de Berthier, ou les jais, parce que lui, fils d'un marchand d'huile d'olive de Nice, contrebandier quelque temps, il n'était pas né maréchal, ni duc, comme ces gens foutres ramassés dans la banque ou chez les aristos, des marquis, des fats, qui portaient des pommades et des objets de toilette dans leurs gibernes, les Flao, Portalès, Colbert, Noailles, Montesquieu, Girardin, Périgord. Il plaçait cependant le jeune à part. C'était le seul bourgeois de cette bande, même s'il avait appris, comme les autres, à saluer chez Gardel, le maître des ballets de l'opéra. Et puis, il avait des talents de peintre que Sa Majesté appréciait. « Vous avez repéré les lieux ?» demanda Masséna. « Oui, monsieur le duc. »« Comment est-ce ? Quelle largeur ? » ?»« Environ 800 mètres, soit 80 bateaux pour appuyer le tablier. J'ai prévu une rivière, monsieur le duc, où nous pourrions les ranger à l'abri. Et des madriers, disons 9000. Pour ça, il y a des forêts à débiter dans ce fichu pays. Mais 4000 poutrelles à peu près et au moins 9000 mètres de cordage solide. Oui, et des ancres. Ou des caisses de pêcheurs, monsieur le duc, qu'on remplira de boulets. Les boulets, colonel, essayons de les économiser. J'essaierai. Eh bien, oust, réquisitionnez-moi tout ce qui flotte. Le jeune allait partir lorsque Masséna le reta d'un éclat de voix. Le jeune, vous qui furetez partout, dites-moi, monsieur le duc, on dit que les Génois ont placé 100 millions dans les banques de Vienne. C'est vrai ? Je l'ignore.
Vérifiez, j'insiste. » Une forme grogna sous les draps. Le jeune aperçut des mèches claires. Avec le sourire complice d'un maquignon, Masséna arracha la courte pointe brodée, releva une jeune femme peu réveillée en la tenant par la crinière. « Colonel, prévenez-moi vite pour l'argent des Génois et je vous la donne. C'est la veuve d'un tirailleur corse éventré la semaine dernière. Elle est docile et ronde comme une duchesse. » Le jeune appréciait mal ses mœurs de cabaret et cela se lisait sur sa mine fermée. Tout de même, pensait Masséna, ces jeunes bégueules ne sont pas vraiment des soldats. Il laissa retomber la femme dans ses oreillers de soie et dit d'un ton plus sec « Allez, filez chez Daru. » Le comte Daru gouvernait l'intendance impériale. Il avait établi ses services dans une aile du château de Schönbrunn, près de l'empereur, à une demi-lieue de Vienne. Il y régnait par ses coups de gueule sur tout un peuple de civils, car ce n'était plus une armée qui suivait Napoléon, mais une horde, une ville en marche, 5 bataillons d'équipage pour conduire 2500 chariots de fournitures et de matériel, et des compagnies de boulangers, des constructeurs de fours, des maçons bavarois, tous les métiers, ou presque, encadrés par 96 commissaires et adjoints. Ceux-là s'occupaient du logement, du fourrage, des chevaux, des voitures, des hôpitaux, du ravitaillement, de tout. Daru devait savoir où dénicher des bateaux. Le jeune passait un large pont orné de sphinx sur la Vienne, puis une haute grille flanquée de 2 obélisques roses surmontés d'aigles en plomb. Il entra dans la cour carrée de Schönbrunn, ce château où les Habsbourg résidaient en été sans trop de protocole, à l'ombre d'un parc où couraient des écureuils pas farouches. Dans le va-et-vient des équipages et des bataillons de la garde, il avisa un caporal aux épaulettes de laine verte. « Daru !» lui cria-t-il. « Par là, mon colonel, sous la colonnade de gauche après le grand bassin. » C'était un palais viennois, c'est-à-dire à la fois pompeux, intime, baroque et austère, imité de Versailles en ocre et plus réduit, plus irrégulier aussi. Le jeune trouva Daru qui gesticulait au milieu d'un groupe. Il injuriait l'un de ses commissaires à chapeau claque. Il vit arriver le jeune comme un tracas. Qu'est-ce qu'on allait encore lui réclamer? En frac, boutonné devant sur un ventre important, les basques retroussées, il se mit les mains aux hanches. « Monsieur le comte, » commença le jeune en descendant de cheval, « au fait, qu'est-ce que Sa Majesté me demande d'impossible ?» Il détachait chaque syllabe comme on le fait dans le Midi en y ajoutant une musique dans la voix. « 80 bateaux, monsieur le comte. Rien que ça. Et je dois les inventer, moi, ces barcasses. L'armée part en promenade sur le Danube. C'est pour supporter un pont. Oh, que ça, je m'en doute. Et restez pas là comme des coucourdes. Vous manquez de travail. Colonel, il n'y a plus de bateaux à Vienne, plus un. Les Autrichiens ne sont pas si benets. Ils ont coulé la plupart des embarcations, ou alors ils leur ont fait descendre le fleuve jusqu'à Presbourg pour qu'elles nous échappent. Pas fou, hein? Ils ne veulent pas de nous sur la rive gauche de leur Danube. Daru prit le jeune par le bras et l'emmena dans un bureau encombré de caisses et de meubles en tas, posa sur une table son feutre à cocarde, chassa d'un rugissement 2 adjoints qui par malheur somnolaient, et changeant de ton comme un comédien, passant de la fureur à l'abattement fin, « Quel gabegie, colonel, quel gabegie, rien ne tourne, je n'ai que des problèmes, moi. Ce maudit blocus joue contre nous, je vous le dis. » L'empereur avait en effet décidé, 3 ans plus tôt, d'isoler l'Angleterre en interdisant ses produits sur le continent. Mais cela n'empêchait pas la contrebande. Les capotes de l'armée étaient d'ailleurs en drap, tissées à Leeds, et les souliers venaient de Northampton. L'Angleterre continuait à dominer le commerce mondial, et c'était l'Europe impériale qui se condamnait à l'autarcie. Du coup, on manquait de sucre et d'indigo pour teindre en bleu les uniformes, ce dont Daru se plaignait. « Nos soldats s'habillent n'importe comment, avec ce qu'ils ramassent dans les villages ou après les combats. À quoi ça ressemble? Hein? À une troupe de tragédiens ambulants et locteux. Ils ont des vestes grises raflées aux Autrichiens, et il se passe quoi? Vous ne savez pas? Je vais vous le dire, colonel, je vais vous le dire. Dès la première blessure, même minime, sur un tissu clair, le sang s'étale et se voit. Une éraflure vous fait figure d'un coup de baïonnette dans les tripes. Et ce sang, il démoralise les autres, il leur flanque une grosse peur, il les paralyse. Tandis que sur du bleu, du beau bleu bien foncé, ces mauvaises taches se voient moins, et donc elles effraient moins. Le comte Daru tomba dans un fauteuil rococo dont il fit craquer le bois.
Il déplia une carte d'état-major en poursuivant son discours. « Sa Majesté veut planter du pastel près de Toulouse, d'Albi, de Florence. Bon, autrefois il y poussait à merveille, mais nous n'avons pas le temps. Et puis vous avez vu les conscrits? Ceux de l'année dernière, à côté, ont des allures de vétérans. Nous menons la guerre avec des enfants déguisés, colonel. Ben, où le voulez-vous, ce pont ?» Le jeune indiqua l'île Lobo sur la carte étalée. Daru soupira plus fort encore. « On va s'en occuper, colonel. Très vite, le plus vite possible. Il faut également réunir des cordages, des chaînes, c'est plus facile. Mais je devine que vous n'avez rien avalé depuis ce matin ? » ?»« Oui. Profitez de mes cuisiniers. Aujourd'hui, ils ont mijoté de l'écureuil en ragoût, comme hier, comme demain. Ce n'est pas mauvais. Ça ressemble un peu au lapin, et puis il y en a tellement dans le parc. Après, eh bien, on bouffera les tigres et les kangourous de la ménagerie du château. Ça promet quelques émotions à nos estomacs blasés. Voyez avec le commissaire Bell dans le bureau juste au-dessus. Moi, je vous quitte. Les hôpitaux ne sont pas prêts, le fourrage rentre mal et vos maudits bateaux. Ah, comme disait le poète Horace, mon cher Horace, une âme bien préparée espère le bonheur dans l'infortune. Une dernière chose, monsieur le comte. Dites, il paraît que les Génois... Ah non, colonel, qu'on me foute la paix avec ces prétendus millions. Vous êtes le 3e que Masséna envoie au renseignement. Tout ce que j'ai trouvé, à part les canons de l'arsenal, c'est ça. Il renversa de son soulier à boucle une caisse en bois. Des florins autrichiens s'éparpillèrent sur le sol. Nous les devons au travail minutieux de M. Savary, expliqua Daru. Ils sont faux. Je m'en sers pour payer mes fournisseurs indigènes. Prenez-en donc une ou deux liasses. Henri, Louis-François le Jeune et Henri Bell, qui ne s'appelait pas encore Stendhal, se connaissaient depuis 9 ans. En poste à Milan, il s'était chamaillé pour une Lombarde effrontée, mais le jeune l'avait emporté et Henri en avait été secrètement heureux. Il préférait l'inaccompli. Et cette trop belle italienne l'aurait-elle accepté? Il se pensait alors fort laid. Cela le rendait timide malgré son habit vert du 6e dragon et son casque à crinière enturbané de lézard. Il s'était revu plus tard, à Paris, dans une loterie du Palais Royal et s'en était allé sur les boulevards, chez Véry, manger des huîtres à 10 sous la douzaine, sous des candélabres dorés. Le jeune avait régalé. Henri, qui avait quitté l'armée et n'avait plus un sou, en avait profité pour dévorer une poularde. Le jeune s'apprêtait à rejoindre son régiment en Hollande. Henri s'imaginait planteur en Louisiane, banquier ou auteur dramatique à succès, à cause des actrices. Voilà qu'il se retrouvait devant Vienne au hasard d'une mission. L'un était surpris et l'autre pas. Que le jeune soit colonel, rien de plus normal puisqu'il avait choisi sa carrière, et y persistait. Mais Henri, c'était à l'époque un gros garçon de 26 ans, à la peau luisante, avec une bouche fine, presque sans lèvres, des yeux marrons en amande, des cheveux plantés hauts qui s'ébouriffaient sur un grand front. Le jeune, très étonné, lui demanda ce qu'il fabriquait dans ce bureau de l'intendance. « Ah, Louis-François, j'ai besoin de vivre au milieu des grands événements pour être heureux. »« En commissaire des guerres ? Adjoint, seulement adjoint. » Daru m'a pourtant envoyé chez le commissaire Bell. Oh, il est trop bon, il doit être malade. Le comte Daru considérait peu Henri. Il le traitait sans cesse d'étourdi, le menait à la rude, lui confiait des besognes empoisonnantes ou dénuées d'intérêt. « Quels sont mes ordres » demanda-t-il à son ami, à la fois ravi de le revoir et inquiet de ce qu'il allait lui demander. « Peu de choses, tu dois m'offrir de l'écureuil en sauce aux frais du comte Daru. »« My God ! Tu en as envie ?»« Non. » Henri boutonna son frac bleu, attrapa son chapeau à cocarde tricolore et profita de l'aubaine pour fuir son bureau. En traversant la salle voisine, il prévint ses secrétaires et ses commis qu'il ne reviendrait pas de la journée, et les autres, considérant l'uniforme de Lejeune, n'en demandèrent surtout pas la raison, la jugeant considérable. Dehors, Lejeune demanda « Tu t'entends avec ces gratte-papiers ?»«
Oh non, Louis-François, je te rassure, ils sont grossiers, intrigants, sots, insignifiants. Raconte-moi. Où allons-nous? J'ai réquisitionné une maison dans la vieille ville, j'y loge avec Périgord. Soit, allons-y. Si tu n'as pas honte de mon costume civil et de mon cheval. Je te préviens, c'est un authentique percheron. Sur le chemin des écuries, ils parlèrent d'eux-mêmes, surtout d'Henri. Non, il ne renonçait pas au théâtre. Dès qu'il pouvait, même en voiture, il étudiait Shakespeare, Godsey et Crébillon fils. Mais écrire des comédies ne permettait pas de vivre, et il ne voulait plus rien devoir à sa famille. Il avait cependant accepté la protection de Daru, un parent éloigné. De l'intendance impériale, il espérait briguer un poste d'auditeur au Conseil d'État, ce qui n'était pas en soi un métier, mais une étape vers tous les emplois. Et d'abord, une rente. Henri venait de passer 2 ans en Allemagne où il partageait son temps entre l'administration, l'opéra, la chasse et les jeunes filles. À Brunswick, dit-il, j'ai appris à devenir moins timide et à chasser. Tu as un bon coup de fusil? Oh, à ma première chasse au canard, j'ai ramené 2 corbeaux. Et pas d'Autrichiens? Je n'ai pas encore vu de vraie bataille, Louis-François. J'ai manqué Iéna de quelques jours. Avant Neubourg, j'ai cru entendre le canon, c'était l'orage. Henri avait pourtant franchi le pont d'Ebersberg quand la ville achevait de brûler. Sa voiture avait roulé sur des cadavres sans figure. Sous les roues, il avait vu jaillir des entrailles. Pour jouer le désinvolte et se donner une contenance dure, il avait continué à bavarder malgré une tenace envie de vomir. Comme il entrait maintenant dans les écuries de l'intendance, le jeune s'écria « C'est ça, ton cheval ?»« Celui qu'on m'accorde, oui, je t'ai prévenu. »« Oh, tu as raison, il ne lui manque que la charrue. » Si différents de costume et de monture, mais sans se soucier du ridicule, les 2 amis prirent la route de Vienne, dont on voyait de loin les remparts et la haute flèche du clocher de Saint-Étienne. Vienne avait 2 enceintes. La première, une simple levée de terre, limitait les faubourgs très peuplés où se tassaient des maisons basses à toits rouges. La seconde enfermait la vieille cité, derrière une forte muraille munie de fossés, de bastions, de casemates, de chemins couverts, mais, parce que les Viennois ne craignaient plus les Turcs ni les rebelles hongrois, des hôtels et des magasins avaient librement poussé le long de ces fortifications, et on avait planté des arbres sur les glacis pour y tracer des promenades. Le jeune et Belle passèrent l'arche d'une grande porte et s'enfoncèrent au pas dans les rues tordues de la ville, entre des maisons longues, étirées, médiévales et baroques mêlées, peintes avec des couleurs tendres, italiennes, aux fenêtres chargées de fleurs bleues, de cages à oiseaux. Le spectacle des passants réjouissait moins l'œil. Il n'y avait partout que des soldats. C'est une chose laide, un vainqueur, pensait Henri à la vue des troupes dépareillées qui régnaient sur Vienne. Napoléon venait de leur abandonner pour 4 ou 5 jours cette ville, à peine grande comme un quartier de Paris, alors ils en profitaient. On aurait dit une meute de chiens de chasse. Ils avaient 1000 fois risqué la mort, soit, et de vilaine manière. Ils laissaient derrière eux des cadavres d'amis, des estropiés, des aveugles, un bras, une jambe. Mais la peur retombait. Justifiait-elle le débordement? Ces meubles que les dragons descendaient par des cordes dans la rue, tandis que leurs compères menaçaient les volets, cela ne manquerait pas de nous aliéner une population d'un naturel pourtant doux. Un cuirassier, au casque de fer, enveloppé dans un long manteau blanc, autrichien, avait jeté sur le sol des costumes de théâtre, des clarinettes, des fourrures, dérobées, qu'il espérait vendre à la criée. D'autres éventaires se suivaient dans une ruelle où ces pirates écoulaient leurs rapines, colliers de verre ou de perles, robes, ciboires, chaises, miroirs, statuettes éraflées, et cela se bousculait comme dans un souk du Caire, cela parlait 20 langues et venait de 20 pays pour se fondre en une seule armée avec arrogance, polonais, saxons, bavarois, florentins, qu'on surnommait charabia, un mameluc de Kirman qui n'avait d'arabe que les culottes bouffantes car il était né à Saint-Ouen. Il y avait des faisceaux sur les places et à la croisée des avenues. Des fantassins en guêtres grises, boutonnés haut, ronflaient dans la paille sur un parvis d'église. Des chasseurs, en tenue sombre, poussaient des chevaux noirs, et un groupe de carabiniers à pied roulait des tonneaux de Riesling. Quelques hussards plastronnaient devant un café, en mangeant du bœuf bouilli, fiers de leurs culottes bleu ciel et de leurs gilets Garance, avec leurs lourdes nattes tressées qui servaient à amortir les coups de sabre, et des plumets sans mesure pointés au shako. Un voltigeur sortait d'un porche avec en fourragère un chapelet de saucisses. Il titubait un peu en se tenant au mur pour pisser. « Regarde !» disait le jeune à son ami.
On se croirait à Vérone. » Il indiqua du bras une fontaine, un immeuble étroit, l'éclairage blond qui découpait les façades d'une placette. Le jeune affectait de ne rien voir d'autre. Ce n'était pas un officier ordinaire. De ses garnisons et de ses campagnes, il avait rapporté une multitude de croquis et des tableaux très réussis. Napoléon, quand il était premier consul, lui avait acheté sa bataille de Marengo. À Lodi, à Somosierra, il partait à la guerre comme devant son modèle. Ces personnages, pris dans le mouvement, servaient de support, comme dans cet assaut du monastère Santa Engracia de Saragosse, où l'on se massacrait au premier plan devant une vierge de pierre blanche. Ce qui retenait dans cette composition, c'était le monument arabisé, le ciselé du cloître, la tour carrée, le ciel. À Boukir, c'était la lumière crue sur la presqu'île, une chaleur qui faisait trembler les gris et les jaunes. Louis-François ne regardait donc pas les soldats en goguette. Il admirait l'allure du palais Pallavicini et le fronton du palais Trotson lui évoquait Palladio. Cet amour permanent des belles choses avait naguère rapproché Louis-François d'Henri Belle, et leur amitié en acquit que les guerres, comme les absences, ne brisèrent pas. « Nous arrivons, » dit le jeune, comme ils entraient dans le quartier plutôt élégant de la Jordangas. Soudain, au tournant d'une rue, il cabre son cheval. Là-bas, les dragons entrent et sortent d'une maison rose, les bras chargés de tissus, de vaisselle, de flacons, de jambon fumé, qu'ils amoncellent dans une carriole de l'armée. « Allez, sagouin !» crie le jeune, en piquant sa monture pour faire irruption au milieu de cet essaim de voleurs. Surpris, ils en laissent tomber un coffre qui se fend. L'un d'eux perd son casque dans la bousculade, un autre valse contre le mur, Henri s'approche, toujours à cheval, mais dans le vestibule, son ami distribue des coups de cravache et de botte. « La ville est à nous, mon officier !» dit un grand cuirassier à la capote taillée dans la bure d'un moine espagnol. Il porte des éperons à ses espadrilles et semble décidé à poursuivre le déménagement. « Pas cette maison !» hurle le jeune. « Toute la ville, mon officier ! Sors d'ici ou je te casse la tête !» Le jeune arme son pistolet d'arçon qu'il pointe sur le front de l'insolent qui sourit. « Eh bien, tire, mon colonel !» Le jeune lui envoie un coup violent du canon de son arme. L'autre, durement frappé à la joue, crache 3 dents et du sang. Puis il tire son sabre, mais ses compagnons le ceinturent et lui maintiennent les poignets. « Foutez le camp !» crie le jeune d'une voix éraillée. « Si tu vas au combat, mon officier, ne me tourne jamais le dos !» gronde l'homme à la mâchoire sanglante. « Dehors, dehors !» dit le jeune, en frappant au hasard sur les dos et les têtes. Les soudards abandonnent la place dévastée. Ils laissent une large part de leur butin, montent à cheval ou s'accrochent à la carriole qui démarre. Le grand cuirassier en habit brun montre le poing en beuglant qu'il se nomme Fayolle et vise juste. Le jeune tremble de fureur. Il met enfin pied à terre et accroche sa monture à l'anneau de la porte palière. Un lieutenant, décoiffé et sans veste, affalé sur l'unique banquette, souffle et râle. C'est son ordonnance. Il n'a pas pu intervenir contre les furieux. Henri les a rattrapés au fond du vestibule, interminable et austère. Ils sont montés aux étages ? Oui, mon colonel. Mademoiselle Cross ? Avec ses sœurs et sa gouvernante, mon colonel. Tu étais seul ? Presque, mon colonel. Périgord est là ? Dans son appartement du premier, mon colonel. Suivi d'Henri, le jeune se précipite dans l'escalier principal qui grimpe raide, tandis que l'ordonnance ramasse des victuailles oubliées par les dragons. « Périgord !»« Entrez, mon vieux !» dit une voix qui résonne dans les couloirs vides. Le jeune et Henri à sa suite pénètrent dans un vaste salon démeublé où, devant une psyché à cadre d'acajou, Edmond de Périgord, en pantalon rouge et torse nu, se relève les moustaches à la cire, aidé par son domestique personnel, un grassouillet à bajoux, en perruque et livré galonné d'argent. « Périgord, vous avez laissé ces reîtres envahir la maison ? Il faut bien que les brutes s'amusent avant d'aller au feu. »« S'amuser ? Un amusement de brutes, oui. Ils ont faim, mon cher, ils ont soif. Ils ne sont pas riches et ils se devinent condamnés à mourir. Ils sont montés chez mademoiselle Cross ? » « Rassurez-vous, Louis-François, » dit Périgord, en entraînant son collègue dans les antichambres du premier. 2 dragons étaient étalés sur les marches d'un second escalier qui menait aux étages. « Ces imbéciles voulaient piller un peu là-haut, » dit Périgord d'une voix lasse. « Je le leur ai interdit. Ils ont essayé de forcer le passage. »« Vous les avez tués ? » ?»« Oh non, je ne pense pas. Ils ont pris à la volée une chaise en pleine figure. Je vous prie de croire, mon cher, que ces chaises sont diablement lourdes. Cela dit, en tombant, ils se sont peut-être tordu le cou, je n'y ai pas regardé de plus près. De toute façon, je vais les faire enlever. Merci.
De rien, mon cher, ma galanterie naturelle y est pour beaucoup. Henri, un peu éberlué par la scène qu'il venait de vivre, continuait à suivre son ami, qui courait maintenant dans l'escalier et dans les couloirs jusqu'à une porte massive où il cogna en appelant. « C'est moi! C'est le colonel Lejeune !» Périgord avait enfilé une robe de chambre cousue de parements et de brocart. Il les avait rejoints, la moitié seulement de sa moustache dressée. Pendant que le jeune frappait à la porte, il causait à Henri comme s'il était dans une soirée de Trianon. « Le pillage fait partie de la guerre, ne croyez-vous pas ?»« J'aimerais ne pas le croire, » disait Henri. Oh, « Souvenez-vous de l'histoire de ce vétéran d'Antoine qui avait fait la campagne d'Arménie. Il avait mutilé la statue d'or de la déesse Anaïtis pour en emporter une cuisse. Rentré chez lui, il avait revendu la jambe de la déesse. Il s'était acheté une maison dans la région de Bologne, des terres, des esclaves. Combien de légionnaires romains, mon cher, sont-ils revenus avec de l'or volé en Orient ? Cela a servi au développement de l'industrie et de l'agriculture dans la plaine du Pô. 20 ans après Actium, la région était florissante. « Assez, Périgord, disait le jeune, arrêtez un peu vos leçons d'histoire. Oh, c'est dans Pline. » La porte s'ouvrit enfin sur une femme âgée au turban de crêpe blanc. Le jeune, qui était né à Strasbourg, lui parla en allemand. Elle lui répondit dans la même langue. Alors seulement le colonel se sentit rassuré. D'un signe, il pria Henri de le suivre dans la pièce. « Je vous laisse, dit Périgord. Dans cette tenue négligée, je suis à peine présentable. » Anna Kroos avait 17 ans. Des cheveux très noirs et les yeux verts. Elle referma le livre qu'elle faisait semblant de lire, se dressa quand ils avancèrent vers elle, s'assit au bord du sofa pour enfiler des sandales romaines et se leva avec une souple lenteur. Sa jupe longue en percale des Indes, très fine, était brodée de jasmin. Une agrafe, imitée de l'antique, retenait une tunique en dentelle sur ses épaules rondes. Ses mains sans bijoux, sa pose tout entière fragile et ferme, sa taille mince mais ses hanches solides. Ainsi, à contre-jour, avec la lumière qui traversait les vêtements légers pour mieux dessiner le corps, elle surgissait comme une allégorie contradictoire au milieu de la guerre. Le jeune la regardait les yeux mouillés. Il avait eu si peur. Ils se mirent tous deux à parler en allemand, à voix presque basse. En retrait, Henri avait de la sueur aux tempes, les joues en flammes, des yeux fixes. Il avait chaud, il avait froid, il n'osait bouger. Il contemplait Anna Kroos. Son visage d'un ovale italien ressemblait à un pastel de Rosalba Carriera qu'il avait apprécié naguère chez un collectionneur de Hambourg. Mais non, le velouté de cette peau était réel, que le soleil filtré par des fenêtres en vitrail adoucissait encore. Au bout d'un moment, le jeune se retourna vers Henri pour lui traduire la conversation, car malgré 2 années à Brunswick, où tout le monde parlait français avec lui, sinon des servantes qu'il caracolait et n'avait pas besoin d'entendre, Henri ne s'était jamais habitué au rocailleux de cette langue. Je lui ai dit que vendredi, j'irais rejoindre les pontonniers sur le Danube, puis l'état-major pour cantonner sur l'île Lobo. « Oui, » disait Henri. Je lui ai dit qu'en mon absence, il fallait quelqu'un de confiance pour protéger sa maison des possibles voyous que nos armées trimballent. « Voyous, oui. Je lui ai dit que tu allais venir t'installer ici, puisque toi tu restes à Vienne. »« Ah. Tu n'es pas d'accord, Henri ? » ?»« D'accord. On ne peut pas la laisser seule dans cette ville occupée. »« On ne peut pas. » Henri ne trouvait plus ses mots. Il se contentait de répéter en les soulignant des bouts de phrases de son ami. « Tu as beaucoup d'affaires ? » ?»« Des affaires. »« Henri, tu m'écoutes ?» Anna Kroos souriait franchement. Est-ce qu'elle se moquait de ce gros jeune homme rougeau ? Y avait-il une once de tendresse dans cette moquerie ? Un peu de sympathie ? Aimait-elle le jeune ? Et le jeune ? Ce dernier prit Henri aux épaules et le secoua. « Tu es malade ?»« Malade ? Si tu te voyais... »« Non, non, ça va. »« Eh ben, réponds-moi, bourrique. As-tu beaucoup de bagages ? »
Une grammaire italienne de Vénéroni Gattel, l'Homère de Bitambé, Condorcet, la vie d'Alfieri, 2 ou 3 vêtements, des bricoles. Parfait, que ton domestique apporte tout ça demain matin. Mon domestique m'a laissé tomber. Pas d'argent? Peu d'argent. J'arrangerai ça. Il faut aussi que Darus soit d'accord. Il le sera. Tu acceptes? Bien sûr, Louis-François. Le jeune traduisit cet échange à Anna Cross en le résumant. Mais elle en avait saisi l'essentiel et battait des mains comme au concert. Henri, toujours immobile, décida d'apprendre sérieusement l'allemand, puisqu'il avait désormais pour cela un vrai motif. Du reste, Anna Cross s'adressait à lui dans son baragouin, mais il n'y discernait qu'une mélodie et le sens lui échappait. « Louis-François, que me dit-elle » Elle nous propose du thé. Tard dans la soirée, comme le jeune reçut l'ordre de retourner aussitôt à Schönbrunn près de Berthier, Henri accepta l'invitation de Périgord à flâner dans Vienne. Il espérait en fait lui tirer des détails sur la vie d'Anna, le seul sujet qui, depuis l'après-midi, lui tenait au cœur. Le jeune avait donné à son ami l'une des liasses de fausses monnaies offertes par Daru. Aussi put-il inviter Périgord, toujours bavard, mais qui connaissait la ville et ses habitants, pour y avoir autrefois séjourné. Et ils partirent dans les jardins du café Hugelmann, au bord du Danube et de ses ponts brûlés. Il n'y avait pas de baigneurs, malgré un temps chaud. Pas de chalands, pas de marins turcs, mais là encore, des soldats. En période normale, disait Périgord, des voiliers très bariolés vous promènent sur le fleuve, mais ils ont dû être réquisitionnés par nos hommes ou coulés par les Autrichiens. Henri s'en moquait, comme de ce joueur de billard hongrois très célèbre qu'on venait applaudir et qui continuait à exercer pendant les hostilités. Il pouvait frapper des heures sur ses billes sans perdre un point, et cela finit par lasser nos 2 Français. Ils choisirent d'aller vers le Prater, tout proche, dans le faubourg Léopold. Périgord avait une pelisse à tresses dorées, des culottes noires dans des bottes à revers, et, pour s'épargner les ricanements, il avait prêté un cheval décent à Henri. En Espagne récemment, on lui avait dérobé plusieurs chevaux de prix, aussi avait-il confié la garde de leur monture, tandis qu'il grignotait des écrevisses, à un très jeune soldat de passage. Docile, le garçon les attendait. « Bravissimo » lui dit Périgord. « Ton nom ?»« Voltigeur Paradis, monsieur, 2e de ligne, 3e division du général Molitor, sous les ordres du maréchal Masséna. » Périgord glissa quelques florins dans la vareuse du voltigeur, et demanda à Henri, qui avait l'air pensif ou distrait, comme accablé de soucis, « Mon domestique prendra vos affaires demain, belle, ne vous inquiétez pas. »« Vous connaissez Anna Cross ?»« Je loge chez elle depuis 3 jours, non, 2. Enfin, curieux comme je suis, et diaphane comme elle est, sa famille. »« Oh, le père est musicien, c'est un proche de monsieur Hind. »« Où est-il » ? Il a suivi la cour de François d'Autriche, réfugié quelque part. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.